De la Seconde Guerre mondiale à nos jours, la population mondiale a triplé, passant de 2,5 milliards en 1950 à 7,2 en 2014. À la diminution de la population rurale s'est ajoutée une transformation radicale des méthodes de production, tant pour les cultures que pour l'élevage. Cette transformation se caractérise par la mécanisation de la production, ainsi que la hausse des rendements, par l'extension des surfaces agricoles et le développement de l'irrigation. Ce modèle d'agriculture productiviste s'incarne dans la politique agricole commune, mise en place par la Communauté européenne en 1962. Cette création a permis d'assurer aux citoyens l'autosuffisance alimentaire européenne à des prix raisonnables aux consommateurs. Pour les agriculteurs, elle avait pour objectif d'augmenter la productivité, d'assurer un revenu équitable intra-professionnel, de stabiliser les marchés et d'inciter les installations. La PAC a été réformée suivant l'évolution des productions, de l'agrandissement de l'Union européenne et des demandes sociétales. Malgré les divergences d'opinion qu'elle suscite, la PAC reste un succès. Elle a permis le maintien de l'agriculture européenne, sa modernisation, l'expansion de l'industrie agroalimentaire et l'Union européenne est actuellement le premier importateur et exportateur mondial. L'orientation annoncée par la PAC 2020 est de soutenir un revenu viable pour les agriculteurs, de renforcer la compétitivité, de rééquilibrer les rapports de force dans la chaîne agroalimentaire, de lutter contre le changement climatique, de promouvoir l'exploitation durable des ressources naturelles, de protéger la biodiversité, d'encourager le renouvellement des générations, de promouvoir l'emploi et la croissance, ainsi que de garantir un niveau élevé de qualité des denrées alimentaires. Les agriculteurs demandent des éclaircissements sur différents points tels que l'hétérogénéité des agricultures des 28 membres, l'inefficacité des institutions européennes sur certaines réformes, la position ambiguë des politiques sur les OGM ainsi que des éclaircissements sur les crises sanitaires, sur la concurrence intracommunautaire, sur les attentes sociétales, les émissions de GES, les polémiques sur le coût du budget PAC et de sa politique de soutien. Pour soutenir notre présentation, nous comptons sur le soutien de la DTT. Suite à la PAC, nous allons ensuite parler de l'évolution de la commercialisation. Avant 1962, la création de la PAC, le commerce était surtout tourné vers la proximité, les marchés et les petites coopératives. C'était des circuits très courts de main à main avec de nombreuses structures, notamment beaucoup de coopératives qui sont créées à cette époque-là. Ça restait seulement un marché national. Suite à la PAC, elle a apporté de nombreux changements dans le mode de commercialisation avec un gros avantage qui est un prix minimal garanti de rachat aux producteurs. Ça a ouvert des portes sur le commerce européen et on a commencé à observer un développement du stockage. Notamment avec aujourd'hui le stockage à la ferme où les agriculteurs peuvent se servir de nombreux outils comme le marché à terme, ce qui leur permet d'assurer un prix de vente et de rechercher le meilleur prix et ainsi vendre au plus offrant. Donc actuellement on constate deux circuits, donc le circuit court où les agriculteurs vendent plutôt en direct à la ferme. Ici ils produisent plutôt de la qualité et pas de la quantité, mais aussi un marché de quantité avec le marché mondial. Grâce au stockage notamment ils peuvent vendre par camion de 30 tonnes. Donc si on se projette dans 10 ans, nous pensons qu'il y aura un retour au circuit court, avec notamment un développement des plateformes de vente sur Internet grâce à des nouvelles technologies. Donc suite à cela, nous allons prendre l'exemple d'une plateforme nommée Boursagri qui a été créée par les établissements Jeudi qui sont à l'origine des négoces agricoles et la plateforme va ouvrir ses portes au mois de novembre afin de vendre et d'acheter des céréales sur Internet. Donc le thème est objectif de produire de la qualité avec de l'AOC à l'AOP et du label à la marque. Donc nous avons vu avec le thème précédent, donc la commercialisation, que celle-ci avait beaucoup évolué. Produire de la qualité a suivi ce pas, ce qui a permis à certains agriculteurs de bénéficier de ce système. Donc l'origine des appellations, création de l'AOP. L'appellation d'origine contrôlée apparaît avec la loi de 1905 pour les viticulteurs, permettant de situer les différents vins.
Cette loi a été adoptée sur tous les produits agricoles et alimentaires en 1990, qui donnera lieu en 1992 à la réglementation européenne, soit l'appellation d'origine protégée. Donc deux types de qualité, donc la qualité générique, qui permet donc de sécuriser l'aspect sanitaire et nutritionnel des denrées alimentaires offertes aux consommateurs, et la qualité spécifique qui segmente le marché pour l'identification des caractéristiques particulières comme les marques privées, les indications géographiques, l'AOP, l'IGP et l'AB. Donc ces qualités permettent aux producteurs et aux terroirs de capter une valeur ajoutée. Et donc une loi en découle, donc c'est la loi d'orientation du 5 janvier 2006. Donc l'évolution de la consommation de qualité, donc les consommateurs sont plus exigeants, donc ils veulent manger des produits sains, mais ils ont moins de temps de cuisiner, et donc ils ont recours plus fréquemment aux produits transformés. Et dans l'avenir, je pense qu'il y aura un cahier des charges de plus en plus strict, et le développement des industries sur les produits de qualité impactera les prix rémunérateurs des produits d'appellation. Donc la PAC actuellement porte sur une agriculture plus respectueuse de l'environnement et plus diversifiée, avec des techniques offrant plus de choix aux consommateurs. Ouais. Après la guerre, le monde agricole connaît une évolution. L'agriculture est donc intensifiée, spécialisée sur certaines productions, dans un objectif, augmenter la production pour pouvoir nourrir la population. Cette dernière, qui est toujours en augmentation, c'est alors que de nombreux moyens ont été instaurés après la guerre. Le début de la mécanisation, l'utilisation de produits phytosanitaires et d'engrais chimiques. C'est donc par l'interaction de ces moyens que les surfaces agricoles sont optimisées avec des rendements maximum. Aujourd'hui, ce modèle agricole fait débat, et un point de vue environnemental, sociétal et économique. Au niveau environnemental, car ce système intensif épuise les ressources de nos sols. De plus, il est complètement dépendant des intrants chimiques. Du point de vue économique, ces cultures spécialisées coûtent cher à la production et font l'objet de prix de plus en plus fluctuants, de par une quantité importante sur les marchés et la spéculation. Du point de vue de la société, le consommateur veut une alimentation plus saine. Aujourd'hui, l'enjeu pour les exploitations agricoles doit être de ne pas mettre les œufs dans le même panier. L'objectif est de diminuer les charges et de créer de la valeur ajoutée. Ce changement des pratiques agricoles demande de recevoir là seulement dans le choix de variétés plus rustiques, des mélanges qui vont permettre de diminuer les charges en intrants, de nouvelles cultures de niche qui vont permettre de créer de la valeur ajoutée, d'associations de cultures jusqu'à 2 productions en une pour limiter les intrants. Depuis quelques années, la demande sociétale est de plus en plus exigeante d'un point de vue environnemental, et devrons nous remettre en question sur le mode de conduite des exploitations agricoles. Auparavant, nous étions sur une agriculture productive pour nourrir l'Europe après-guerre. L'écologie était de quelque sorte oubliée par ce système. Aujourd'hui, les attentes sociétales sont très différentes. Le respect de l'environnement rentre dans les attentes de la société. C'est ainsi qu'en 2014, la loi d'avenir est instaurée par l'État. L'objectif de la loi d'avenir est de renforcer les 3 piliers des exploitations, à savoir les piliers économiques, social et environnemental, par le biais de pratiques agroécologiques. Faire du pilier environnemental un atout européen, d'ouvrir les exploitations à de nouvelles pratiques par le biais du GI2E. L'agroécologie s'inscrit sur la même ligne que la PAC, à savoir la réduction des IFT et l'implantation des couverts végétaux. Le plan Ecophyto a comme objectif de réduire à 50% l'utilisation de produits de synthèse dans les exploitations agricoles françaises. Le semi-direct est un système qui s'inscrit dans une agriculture de conservation. Il répond donc à la demande fixée par la loi d'avenir et permet également aux agriculteurs d'améliorer certains points économiques longtemps oubliés auparavant, à savoir la préservation des sols ainsi que la réduction d'intrants. Pour notre part, nous allons faire intervenir M. Paulet, président d'un GI2E dans le Cher.
les pratiques sont amenées à évoluer dans le milieu agricole pour faire face à la demande sociétale et pour préserver l'environnement. D'autres techniques comme l'agroforesterie peuvent faire face à ces différents défis. Face au dérèglement climatique et à la pollution, nous avons de nouvelles approches. En effet, il y a 50 ans, l'agriculture était essentiellement située dans des zones de bocage. Cependant, dans les années 65 à 75, il y a eu le remembrement mis en place pour une meilleure productivité et ainsi regrouper les parcelles. Actuellement, nous revenons sur un système qui est beaucoup plus écologique, l'agroforesterie. Il existe plusieurs intérêts de l'agroforesterie. Tout d'abord, améliorer la production des parcelles en optimisant les ressources du milieu. Diversifier la production des parcelles avec du bois d'œuvre, du bois d'énergie ainsi que des arbres fruitiers. Il permet aussi de restaurer la fertilité du sol, de garantir la qualité et la quantité de l'eau, d'améliorer les niveaux de biodiversité et reconstituer une trame écologique. Il permet aussi de stocker du carbone pour lutter contre le réchauffement climatique. Et il y a également d'autres intérêts moindres. Donc comment l'agroforesterie s'est-il développée jusqu'à aujourd'hui? C'est tout d'abord une pratique qui remonte à l'Antiquité et la réglementation l'a poussée à disparaître au fur et à mesure, puisque c'était une pratique qui n'était pas reconnue comme étant agricole. En effet, elle n'avait pas le droit aux aides directes agricoles et il n'y avait pas non plus d'aide pour la plantation d'arbres. Et de plus, il y avait un statut fiscal foncier qui n'était pas défini. C'est à partir de 2010 que nous avons pu avoir des changements avec l'agroforesterie. En effet, celle-ci est éligible aux aides directes, DPU devenue DPB, et elle peut aussi bénéficier de la mesure de soutien à l'investissement. En 2013, l'agroforesterie connaît un vrai départ. En effet, il était attendu 3000 hectares de plantation et c'est finalement 10 000 hectares qui fut planté en 2013. Pour finir, l'agroforesterie est tournée vers l'avenir puisque c'est une agriculture qui est respectueuse de l'environnement. Il y a aussi la société qui a impacté l'agriculture et donc nous répondons à une demande sociétale. Cependant, il faut quand même qu'il y ait un changement des mentalités du monde agricole pour pouvoir avancer dans cette idée de développement durable. En effet, donc l'agroforesterie permet de réduire les intrants, ce qui permet de tendre vers l'agriculture biologique. C'est donc pour cela que nous laissons la parole à nos camarades du développement durable. Comme nous avons pu l'aborder précédemment avec l'agroécologie et l'agroforesterie, nous allons aborder un autre thème qui est le bio, mais aussi et sans oublier un pilier important de l'agriculture, le développement durable. Le développement durable est-il le vecteur de l'agriculture biologique? Donc il a pour but, le but de l'agriculture biologique est de vivre dans un environnement naturel sans le détruire. Donc nous allons reprendre la problématique commune à tous les groupes qui est 50 ans d'histoire pour 10 ans d'avenir, avec une courbe temporelle avec différents axes pointés comme en 1970 l'apparition du développement durable, en 1995 l'arrivée du bio sur le marché, de 2000 à 2010 nous avons constaté une légère augmentation et un nouvel essor en 2008, et le bio a connu un franc succès en 2016. 10 ans d'avenir, donc dans le futur, nous allons voir comment préserver la nature pour les générations futures et donc comment vivre et travailler autrement. En ce qui s'agit pour la loi agricole, nous allons nous appuyer sur la loi PAC 2015. Depuis 2010-2011, les aides portées sur le premier pilier de la PAC qui est celui de l'agriculture. Il y avait des aides à la conversion. Désormais, avec la PAC 2015, cela porte sur le deuxième pilier de la PAC qui est le développement rural. Les aides ont également été augmentées. En tant qu'organisme pro, nous avons fait appel à Accéréal qui s'est développé dans le bio et fédère plus de 500 agriculteurs. Près de 50 000 tonnes de céréales bio sont commercialisées et nous allons aussi parler de l'évolution du conseiller dans l'entreprise Accéréal. Nous avons un témoignage d'un producteur de vin bio depuis 2007 qui ne l'était pas auparavant. Après le bio qui a influencé les agriculteurs, il y a une nouvelle demande de la société qui tend à faire modifier les modes de production et de vie. Comme dit précédemment, les produits bio sont suivis d'une nouvelle tendance, l'évolution de la demande sociétale. Dans le passé, la population avait une seule préoccupation, s'alimenter. Il y a 50 ans, l'agriculture avait du mal à produire suffisamment pour s'auto-alimenter. La société impactait différemment l'agriculture. Un manque de ressources contraint les agriculteurs à produire plus.
sans se soucier des productions futures ou même de l'impact écologique que cela pourrait avoir. Aujourd'hui, nous vivons une situation de changement et d'évolution, et par l'impact de la société sur l'agriculture. La société a une influence qu'il ne faut pas négliger, car aujourd'hui et demain, ce sont les consommateurs qui décident de ce qu'ils veulent dans leur assiette. Les agriculteurs vont rencontrer des difficultés et doivent se préparer à répondre à la nouvelle demande des grandes surfaces et des consommateurs. De nouveaux produits font leur apparition et la demande ne fait que croître. En effet, on retrouve les nouvelles protéines avec le développement des élevages d'insectes et les microalgues. De plus, l'augmentation de la population ayant une intolérance au gluten et au lactose incite les agriculteurs à trouver de nouvelles alternatives. Les consommateurs ont de nouvelles exigences, poussant l'État à trouver des solutions afin de les satisfaire la demande. Ces exigences sont régies par des lois qui doivent ensuite être appliquées par les agriculteurs. Elles concernent aussi bien le bien-être animal que le respect de l'environnement. De plus, la société souhaite favoriser un circuit court afin de connaître la provenance et la véritable rémunération acquittée à l'agriculteur, sans oublier la qualité et la manière dont les produits sont cultivés. Nous allons parler du développement de l'autonomie et de l'autarcie et de la diminution des intermédiaires en exploitation agricole. Nous allons revenir à la grande thématique qui est 50 ans d'histoire pour 10 ans d'avenir. Il faut savoir que les conséquences de 50 ans de PAC ont fait que l'agriculture française a eu une forte productivité. Elle est dépendante des marchés mondiaux puisque les prix de vente sont fixés sur ce marché. Nous avons un défaut de la maîtrise des prix d'achat et de vente chez les agriculteurs, ce qui rend vulnérables économiquement les entreprises agricoles. Nous allons donc vous proposer une solution plus viable qui consiste à être en autarcie, c'est-à-dire je fais moi-même. Le développement de cette activité consiste à supprimer les intermédiaires dans la commercialisation des produits agricoles, de par la vente à la ferme, les marchés traditionnels, les magasins d'associations de producteurs et les AMAP, associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Concrètement, nous allons vous faire part du témoignage de Justine Floquet, agricultrice à Loix-sur-Arlon dans le département du Cher. Pour finir, nous allons vous parler des aides à la décision pour pouvoir pratiquer ces modes de commercialisation. Alors comme nos camarades l'ont dit précédemment, l'agriculteur et les conseillers ont besoin d'outils d'aide à la décision. Alors, il faut savoir que les outils d'aide à la décision sont l'ensemble des techniques pour opter pour la meilleure prise de décision possible. Les outils d'aide à la décision ont pour objectif d'analyser la situation qui se présente pour ajuster les interventions en cours. Ces outils complètent les infos provenant des conseillers et des observations du terrain. Donc les OAD se développent avec l'essor du numérique. Donc les OAD se développent avec l'essor du numérique. Ils sont plus souvent accessibles sur Internet, tablettes et smartphones. Ils reposent généralement sur des modèles mathématiques, descriptifs et débouchent sur des indicateurs de risque. Donc il faut savoir que dans les années 70, les conseillers utilisaient des outils mathématiques et stratégiques. Les agriculteurs étaient dépendants des conseillers, puisque ces conseillers analysaient des concepts et théories comme les probabilités, la théorie des graphes ou encore la recherche opérationnelle. Donc aujourd'hui, les agriculteurs sont de plus en plus formés. Ils font des études plus longues qu'avant et se forment continuellement avec les nouvelles réglementations. Avec Internet, on a vu apparaître de nouveaux outils de travail collaboratifs permettant de nouveaux types de processus de décision et d'aide à la décision, comme par exemple FarmStar qui se base sur l'état végétatif de la plante et ses besoins réels en nutrition azotée. Donc ces outils permettent d'apporter la dose d'azote nécessaire à la plante par rapport à l'objectif de rendement de l'agriculteur. Donc aujourd'hui, les agriculteurs ont quand même besoin de conseils et des conseillers pour interpréter et analyser les résultats techniques et économiques.
Et puis dans les années à venir, les outils d'aide à la décision ont vocation à intégrer de plus en plus d'infos issues de sources variées, ce qui augmentera la pertinence et la fiabilité de leurs prévisions. Les capteurs présents sur les matériels agricoles ou dans les champs ainsi que les drones vont accentuer le développement de ces outils. Donc pour vous présenter ces différents outils, donc nous allons faire intervenir un conseiller du CERF France, mais aussi nous allons vous présenter un témoignage d'agriculteurs qui utilisent ces différents outils. Avec le développement de ces OAD, on se pose la question si on aura encore besoin des conseillers à l'avenir, malgré un contexte qui devient de plus en plus complexe. Dit le groupe précédent, les outils d'aide à la décision accompagnent l'humain dans ses décisions. Donc en 50 ans, la place de l'homme au sein de son entreprise a beaucoup évolué ainsi que son métier et va sûrement continuer de progresser dans les 10 prochaines années. Donc quelques points sur les ressources humaines. Donc l'installation en hors-cadre familial et en cadre familial. Donc il y a 50 ans, c'était plus les installations cadre familial qui prédominaient. Et maintenant, c'est plus ces installations hors cadre qui prennent de l'importance parce que la reprise familiale n'est plus aussi systématique qu'avant. Donc au niveau de la séparation vie privée, vie professionnelle, on a une vie professionnelle qui est imbriquée dans la vie privée. On a du mal à distinguer les deux. Donc quand un agriculteur a un conjoint, il peut plus facilement discuter et avoir l'avis de quelqu'un d'autre. Quand il est seul, il a plus de pression sur les bras, il est plus soumis à l'isolement. Donc au niveau des installations individuelles ou sociétaires, il y a 50 ans, c'était plus des installations individuelles. Ensuite, il y a eu la création de sociétés qui permettent d'améliorer la qualité de vie des exploitantes grâce à la séparation des tâches au jour de repos et ça évite l'isolement. Au niveau de la main-d'œuvre, avant c'était plutôt familial. Ensuite, il y a eu le palier avec les exploitations, ils voulaient se développer plus, mais qu'avec du matériel. Et ensuite, on tend vers plus une main-d'œuvre salariale. Le salarié assure le chef d'exploitation, il augmente sa qualité de vie. Donc, au niveau du management et de la communication, la création de sociétés permet d'éviter, elle devient de plus en plus importante et permet d'éviter les litiges entre les associés, les salariés et les sociétés pour mettre en danger la survie des exploitations. Ensuite, on va s'intéresser à la qualité de vie au travail des agriculteurs. Donc, elle est de plus en plus prise en compte dans la gestion des entreprises agricoles. On a aussi plus de conjoints qui travaillent à l'extérieur et donc qui influencent l'organisation du travail, donc avec les horaires, les vacances. Et les agriculteurs veulent de plus en plus une vie de famille. On va aussi voir la prise en compte de la santé des agriculteurs. Donc on a de plus en plus d'études qui concernent ce thème. On a aussi des plans d'aide aux éleveurs en difficulté comme Agri-Écoute ou Avenir en Soi. On va aussi s'intéresser aux sources de stress des agriculteurs, donc par exemple la PAC avec ses nombreuses réglementations et ses tâches administratives, mais également à la robotisation qui normalement doit augmenter la qualité de vie et permettre une organisation du travail meilleure. Mais elle transforme l'astreinte physique en astreinte morale, donc on a plus de surveillance et l'agriculteur doit acquérir de nouvelles compétences. Donc, ce qui provoque du stress et une perte d'identité du métier de l'agriculteur. Donc on s'est appuyé sur la loi du TESA, titre emploi simplifié agricole, facilite l'emploi de salariés à court terme. Ensuite sur la convention sur les congés payés, la loi d'avenir et voilà. Pour conclure, l'humain est au centre du monde agricole et de ses changements. Donc c'est lui qui prend les décisions et il peut compter sur les différents conseillers pour l'aider à surmonter les difficultés. En 50 ans, la perception des ressources humaines a évolué dans les entreprises agricoles.